Bonjour chers élèves, c'est encore M. Dien qui est là pour présenter une leçon du programme. C'est la leçon numéro 5 qui porte sur les formes de la décolonisation. Donc, comme l'a dit, pour revenir un peu sur la leçon numéro 4 qui portait sur les causes, et je vais répéter un peu les propos de Béret Thiam qui disait que la guerre a permis, n'est-ce pas, aux Africains de découvrir les forces et les faiblesses. Cela veut dire quoi? Les Africains vont devenir de cette guerre complètement transformés. Et donc cette transformation aura des conséquences, n'est-ce pas, dans la vie des Africains, d'autant plus, ils vont effectivement, n'est-ce pas, commencer un processus qui a débuté avant 1945, à savoir la décolonisation. Donc la décolonisation qui est définie, vous le savez, comme un combat pour la liberté des peuples colonisés, elle peut emprunter principalement deux formes. Il y a la forme pacifique, il y a la forme violente. Et cela est dû d'une part à la nature plus ou moins xénophobe des mouvements nationalistes, d'une part à l'attitude des gouvernements métropolitains ou des colons plus ou moins hostiles à la décolonisation. Donc comme on l'a dit, les deux phases, la décolonisation pacifique et la décolonisation violente. Une décolonisation est dite pacifique lorsque l'indépendance est obtenue ou acquise sans le recours à la lutte armée entre la colonie et la puissance coloniale. Mais toutefois, cette forme ne signifie pas passivité ou docilité généralisée, n'est-ce pas, des mouvements nationaux. Cela veut dire quoi? Que passivité, cela veut dire que quand on dit pacifique, cela ne veut pas dire que les gens, n'est-ce pas, n'ont pas agi. Si, ils ont agi, mais pacifiquement. Elles ont été parfois très difficiles et faites en plusieurs étapes, cette décolonisation pacifique. D'abord, il y a les réformes des statuts des colonies, il y a l'indépendance. Mais notez bien, il y a le cas de la Grande-Bretagne, n'est-ce pas, qui est le précurseur dans cette décolonisation pacifique, parce que les Anglais ont compris très tôt que la meilleure façon de conserver les relations, n'est-ce pas, après la décolonisation, c'est d'y aller pacifiquement pour maintenir, n'est-ce pas, les liens, les relations politiques et éventuellement les relations économiques. Ils souhaitent, n'est-ce pas, les Anglais négocier à l'indépendance de leur colonie afin de conserver, comme je l'ai dit, de bonnes relations commerciales et militaires avec de nouveaux pays indépendants. Ils possèdent ainsi, pour leur empire, n'est-ce pas, les Indes qui sont indépendants en 1945, il y a ce qu'on appelle l'Afrique du Sud qui est indépendant en 1960, mais la plupart des ex-colonies anglaises adhèrent au Commonwealth, créé en 1931. Donc Commonwealth, je reviens sur ça, c'est comme le cas de la francophonie, c'est une association qui va regrouper tous les pays qui parlent cette langue qu'on appelle la langue anglaise. Donc c'est une façon pour eux, à travers ce Commonwealth, de continuer à avoir une sorte d'emprise sur les ex-colonies, pour mieux, n'est-ce pas, profiter de ce qu'on appelle de leurs ressources naturelles, mais aussi de leur matière première. Mais il faut constater aussi que progressivement, l'opinion publique française qui était anticolonialiste va un peu suivre les pas de l'Angleterre sous l'impulsion de Charles de Gaulle, n'est-ce pas, qui va revenir au pouvoir en 1958 dans un contexte un peu difficile, c'est la guerre de l'Algérie. La France perd peu à peu son empire colonial. En 1956, il va perdre la Tunisie, Maroc, qui sont indépendants. En 1960, on va constater les colonies d'Afrique noire qui accèdent à la souveraineté internationale. La décolonisation dite pacifique a connu comme conséquence principale le maintien des intérêts de l'ancien colonisateur dans l'ex-colonie, germe du néocolonialisme. C'est quoi le néocolonialisme? Donc la plupart dans les colonies où la décolonisation est pacifique, on a senti qu'après la décolonisation, l'ex-colonie continue à dicter, ou bien continue, n'est-ce pas, à avoir une mainmise dans presque tous les domaines, n'est-ce pas, qui concernent l'administration de ces colonies. Exemple, après la colonisation, le cas du Sénégal, nous allons un peu calquer, nous allons un peu copier, n'est-ce pas, la constitution de la France, nous allons un peu copier le programme français, n'est-ce pas, il y a des séquelles qui sont là. Et en plus, l'armée française est présente, n'est-ce pas, dans certaines colonies. Le cas du Sénégal, on a la présence de l'armée française, n'est-ce pas, l'armée de l'air, la marine et ce qu'on appelle quoi, l'armée de terre. Cela nous pousse à nous poser des questions. Est-ce que réellement on est indépendant? Parce que si on est indépendant, normalement, ces gens-là devaient quitter nos territoires. Malheureusement, ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Les Français sont toujours là. Et cela, quand on les voit, ça marque, n'est-ce pas, que nous, on n'est pas indépendants, que le cordon ombilical n'a pas été coupé correctement. Donc, la deuxième phase porte sur quoi? La décolonisation dite violente. Une décolonisation est dite violente lorsque l'indépendance est obtenue à la suite d'une lutte armée entre la métropole et la colonie. Elle éclate dans plusieurs circonstances. Le premier élément, la première circonstance, c'est quoi? C'est quand il y a un entêtement du colonisateur. C'est quand le colonisateur refuse
n'est-ce pas, catégoriquement donner l'indépendance. Mais on se poserait une question, pourquoi le colonisateur refuse de donner l'indépendance, n'est-ce pas, à ses colonies? Mais parce qu'il y a des colonies qui représentent un poids économique et un poids stratégique, n'est-ce pas, très important. Prenons l'exemple de l'Algérie. L'Algérie, n'est-ce pas, qui était une colonie de peuplement. Qu'est-ce qui va se passer? Les Français avaient refusé. Ce refus-là entraîne quoi? A entraîné la guerre. Et cette guerre, n'est-ce pas, qui est causée plus ou moins avec les pieds noirs, c'est une communauté de la France qui est installée en Algérie, qui refusait, n'est-ce pas, que la France accepte, n'est-ce pas, l'indépendance face à ce pays qu'on appelle Algérie. Pourquoi? Parce que ces pieds noirs avaient une emprise très importante dans l'économie algérienne. Les terres les plus fertiles étaient entre les mains de ces pieds noirs. L'économie était entre les mains de ces pieds noirs. Donc ça veut dire quoi? Les plus riches en Algérie, n'est-ce pas, c'était des pieds noirs qui étaient considérés par les Algériens comme des étrangers. Donc ces gens-là ont dit l'indépendance de l'Algérie signifie quoi? La mort de nos activités économiques. Donc ils vont mettre en place un groupe de pression pour pousser la France à ne pas donner l'indépendance, n'est-ce pas, à l'Algérie. Et donc ce refus, cet entêtement de la France, mais aussi le refus des Algériens d'accepter, n'est-ce pas, cette domination, va entraîner quoi? L'éclatement d'une guerre d'Algérie, qui va entraîner des morts, qui va entraîner des conséquences catastrophiques, quoi, parce que la France va quitter dans de très mauvaises conditions, mais aussi en partant, nous allons voir les Harkis, c'est les Algériens qui se battaient du côté des Français, vont quitter l'Algérie parce qu'on les considère comme des frères qui ont trahi leur sang. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le deuxième point des circonstances qui ont entraîné l'équation violente, c'est l'existence des mouvements radicaux et organisés. C'est quoi? C'est des mouvements de libération. Marxiste-léniniste. Quand on dit marxiste-léniniste, on passe automatiquement à quoi? Au communisme. Comme je l'avais dit, comme vos profs vous l'ont dit, n'est-ce pas, lors de la guerre froide, les communistes, n'est-ce pas, vont étendre leur domination, même, n'est-ce pas, au sein des colonies africaines, mais aussi des colonies asiatiques. Donc quand on dit marxisme-lénisme, il y a des pays, il y a deux pays, n'est-ce pas, qui vont subir l'influence du communisme et qui ont obtenu leur indépendance par la violence. C'est le cas d'Indochine, avec Ho Chi Minh, qui n'était pas capitaliste, mais qui était communiste. Mais aussi, il y a le cas des colonies portugaises qui vont se ranger du côté, n'est-ce pas, des communistes, qui vont apporter un soutien logistique pour accéder à l'indépendance. Mais il y a aussi le cas des nationalistes algériens, avec le FLN qu'on appelle le Front de Libération Nationale. Les Algériens aussi vont recevoir, n'est-ce pas quoi, l'appui des marxistes-lénistes dans l'optique de lutter pour se débarrasser de ce qu'on appelle quoi, la présence des colonisateurs. Mais comme l'a dit, n'est-ce pas, mon prédécesseur, M. Badji, il a tantôt dit que, n'est-ce pas, en Algérie, ou bien lorsqu'il touchait les trucs sur, comment on appelle, les causes, il a dit que les États-Unis et l'URSS vont apporter un appui fort pour l'obtention de l'indépendance. Et ici, ça se voit. On a vu que ces mouvements radicaux, n'est-ce pas, de mouvements de libération, auront l'appui des marxistes et le marxisme-lénisme qui est plus proche du communisme pour accéder à l'indépendance. La troisième circonstance, c'est quoi? L'existence d'un soutien extérieur qui répond à des préoccupations idéologiques et stratégiques. Exemple, en Indochine, l'Algérie, les colonies portugaises, la Malaisie, d'une manière générale, la décolonisation violente a entraîné une rupture brutale. Contrairement à la décolonisation pacifique, où la rupture n'est pas brutale, la rupture est pacifique et qui permet à ces colonies de maintenir des relations. Mais là, quand elle est brutale, ça veut dire quoi? Que la séparation est définitive, le dialogue est complètement coupé. Il n'y a plus de possibilité, n'est-ce pas, de discuter avec l'ex-colonie. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme le redoutaient les Occidentaux, ces nouveaux États renforcent le camp capitaliste. Ça signifie quoi? Ces pays qui ont reçu l'aide des Soviétiques, naturellement, n'est-ce pas, ne seront pas du côté du camp occidental. Ils seront du côté du camp socialiste, d'où des tentatives de déstabilisation. Les Occidentaux, les États-Unis, ont dit, comme il y a des colonies africaines qui ont eu, n'est-ce pas, un appui des communistes, on va aller dans ces pays aussi créer des mouvements qui vont se battre contre ce qu'on appelle quoi, les partis, n'est-ce pas, soutenus par le communisme. Exemple, en Angola, l'UNITA. N'est-ce pas? L'UNITA, quand on dit Angola, après la guerre, il va y avoir trois partis. Il y a des partis soutenus par l'URSS, il y a des partis soutenus par les États-Unis. Et cela va entraîner une guerre civile qui va durer plus de 20 ans et qui aura des conséquences catastrophiques, n'est-ce pas, au sein de l'Angola, mais aussi au sein de la population, parce qu'il y aura des morts d'hommes, mais des communautés, des frères vont s'entretuer pour satisfaire le désir des Occidentaux, mais aussi le désir des capitalistes qu'on appelle les socialistes. Donc ça signifie quoi? Ici, on va s'arrêter. C'est comme si la guerre froide se déplace en Afrique. Mais n'oubliez pas, on avait dit lors de la conférence de Bandung, les pays ont dit on n'est ni à droite, on n'est ni à gauche. Mais ici, cela veut dire quoi? Ce que les gens avaient dit à Bandung,
Ici, les gens ne l'ont pas respecté. Parce que dans ces pays qu'on appelle Angola, il y a un camp qui a choisi les capitalistes, il y a un camp qui a choisi ce qu'on appelle les communistes. Et pour terminer, n'est-ce pas, il y a aussi le cas du Mozambique, qui est aussi une colonie portugaise, qui va recevoir ce qu'on appelle quoi, qui va avoir ces mêmes problèmes. C'est quel problème? Ces problèmes de choix entre, n'est-ce pas, le capitalisme et ce qu'on appelle les communistes qui vont intervenir. Donc, pour résumer, on a deux formes de décolonisation. Une violente et une pacifique. Mais on ne pouvait pas, n'est-ce pas, imaginer que cette situation allait se poser. D'autant plus que les Blancs, les colonisés, les colonies du moins, ont appuyé, ont aidé l'Occident à recevoir, à se débarrasser d'Adolf Hitler. Donc s'il devait avoir récompense, ça devait être une récompense positive. C'est quoi positif? Il devait donner une indépendance gratuitement, parce que la liberté n'a pas de prix. Mais Césaire nous avait dit, et pour terminer, que l'indépendance, ça ne se donne pas, ça ne se vend pas, ça s'arrache. Mais en l'arrachant, il faut être prêt à payer le prix du sang. Et ce prix-là, c'est soit un prix pacifique, ou bien un prix, n'est-ce pas, qui est une décolonisation violente. Donc, pour conclure, quelle que soit la forme revêtue, la décolonisation consentie de manière désintéressée n'a jamais été concevable pour les Occidentaux. Dans tous les cas aussi, les nouveaux États indépendants subissent le poids des relations internationales par le biais du néocolonialisme ou par celui de la guerre froide. Cela veut dire quoi? Que le néocolonialisme va être un sérieux problème, même si on est indépendant, mais on continue, n'est-ce pas, à suivre, n'est-ce pas, la politique dictée par les Occidentaux. Donc on se poserait une question très simple: est-ce qu'on est indépendant? Donc est-ce que toutes ces années de lutte, n'est-ce pas, pour se débarrasser des Occidentaux à travers la décolonisation, c'est comme si ces luttes n'ont pas donné des résultats? Parce qu'aujourd'hui, nous, ce que nous voulons, c'est être indépendants 100%. Mais jusqu'à présent, on sent la présence à peu près invisible, n'est-ce pas, des Occidentaux. Pourquoi? Parce que nos pays, nos présidents, nos dirigeants, à chaque fois, s'ils ont des problèmes, ils font appel aux Occidentaux. Cela veut dire quoi? Que l'indépendance n'est qu'un mot, mais dans la pratique, pour moi, c'est une sorte d'utopie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas atteindre cette rêve. Cette rêve, c'est quoi? La liberté totale, l'indépendance, n'est-ce pas? Comme la Révolution française, où les Français se sont débarrassés, n'est-ce pas, de ce poids et de ce fardeau de la noblesse et de l'Église. Mais nous aussi, en Afrique, on aimerait bien se débarrasser de ces colonisateurs, prendre notre destin en main, décider sans les Blancs, avancer sans eux et réussir sans eux. Et c'est possible, parce que l'Afrique est un continent très riche, plus riche que le continent asiatique, mais aussi que le continent européen. Merci, je vous remercie.